je crois que c'est sur la bonne voie. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Cher maître, et j'ai dans la salle une personne que j'apprécie particulièrement, avec qui j'ai beaucoup appris. J'ai même l'émotion quand je parle de lui, le professeur Togobay, avec qui j'ai travaillé à la direction de la recherche pendant plusieurs années, et donc qui m'inspire beaucoup. Et c'est au nom de Madame le recteur Koumba Touré Kane, de l'Université du Sine Saloum, que je suis là. C'est elle-même qui devait être là, mais pour une question d'agenda, de conflit d'agenda, elle n'a pas pu être présente. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être là avec vous. Et vraiment, on apprécie énormément tout ce que fait l'Académie, parce qu'on a eu l'occasion aussi par le passé de participer à un certain nombre de travaux, notamment sur la question des OGM, mais également sur la question de la salinisation des terres, pour ne citer que ces exemples-là qui sont des questions d'intérêt. On voit aussi Madame la directrice de l'AUF, c'est un plaisir aussi de vous rencontrer. Merci beaucoup, chers membres. Donc je m'en vais vous présenter, faire une petite contribution par rapport donc à la thématique qui nous a été demandée, donc de participer. Je vois juste, voilà, pour participer, si vous pouvez, oui, merci beaucoup. Voilà. Donc la thématique, je vais intervenir par rapport aux TDR qui nous ont été soumis. Dans un premier temps, je vais parler brièvement de quelques caractéristiques de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Je vais revenir peut-être, M. le DGRI vous dira que ce n'est plus d'actualité, mais je crois quand même que c'est bon qu'on fasse l'état des lieux et sur quelques points. Ensuite, quelques obstacles à surmonter, et sur ces obstacles, il est revenu sur certains points, mais je crois que cet aspect qu'il a évoqué, notamment donc par rapport à cette vision partagée de la recherche et de l'innovation, c'est très important, donc on va revenir sur ces quelques points. Je vais donner également quelques pistes concernant la recherche dans le domaine qui me concerne personnellement, notamment donc dans le domaine de l'agriculture, mais également tout ce qui est l'agriculture au sens large, j'allais dire, et en nous focalisant essentiellement sur un document de référence, parce que quand on parle de l'émergence, le document de référence, pour nous au Sénégal, c'est le PSE, en particulier donc le PSE vert qui a été validé récemment. Et je vais terminer donc par quelques recommandations donc par rapport à ça. D'abord, pour confirmer ce que disait tout à l'heure monsieur le DG, professeur Diop, pour dire que le Sénégal, effectivement, a d'excellentes ressources humaines. Et on le voit ici donc avec les productions scientifiques. Si on regarde les productions scientifiques, en dehors des pays anglophones, donc le Nigeria et le Ghana, le Sénégal est quand même le premier pays francophone. Et récemment, ça a été confirmé par la place de l'UCAD au dernier classement pour montrer qu'effectivement, le Sénégal a une excellente production scientifique, avec là environ 750 donc, productions scientifiques annuellement. Et ça, ce sont des références de 2019. Donc c'est assez récent. Et les autres pays suivent, mais c'est pour dire tout simplement la qualité de la production scientifique au Sénégal. Et tout ça, ce sont les ressources humaines qui sont derrière. Et cette production scientifique, pour venir à ce que disait tout à l'heure le DG, essentiellement au niveau du Sénégal, c'est tiré par le domaine de la santé. Il y a d'autres domaines, bien sûr, mais particulièrement dans le domaine de l'agriculture au sens large. Donc tout ce qui est agriculture, pêche, foresterie, c'est assez faible. C'est autour de 6%. Bien entendu, les biologistes, je ne parle pas de la biologie, animale ni végétale, même si on peut par moment peut-être l'agréger à tout ce qui est en rapport avec l'agriculture. Mais en tout cas, ça reste encore faible. Et la justification de cela est que si on regarde aussi la répartition, et ce sont le rapport de l'UNESCO de 2021 qui le montre, si on regarde donc le ratio, la production ou bien donc le nombre de chercheurs dans le domaine de l'agriculture et des sciences vétérinaires, ça reste encore très faible. On le voit si on le compare à d'autres pays, par exemple le Burkina Faso, où ils sont à 10,1. On le compare également avec le Togo, ils sont à 15,9. C'est pour dire quand même que dans ce domaine, il y a des efforts encore à faire en termes de ressources humaines
même si on a des ressources humaines de qualité, dans ce domaine, je pense qu'il y a des choses à faire. Et Monsieur le DG parlait tout à l'heure des sciences sociales. On le voit effectivement qu'en dehors de la médecine, pour l'essentiel des ressources humaines, on le retrouve au niveau des sciences sociales. C'est très bien. Mais si on parvenait quand même à faire un équilibre, ça serait aussi une excellente chose. Et donc voilà en fait quelques éléments par rapport à la caractérisation ou bien aux caractéristiques donc, qui concernent la recherche et pour dire tout simplement la faiblesse de l'effectif des chercheurs dans le secteur agricole. Et cela ne manque pas quand même de poser des aspects. Un autre élément, c'est par rapport à la faible contribution de la recherche à l'innovation. Mais quand on parle de l'innovation, j'entends ici donc tout ce qui va sur le marché, c'est-à-dire donc en rapport avec l'industrie. Et on le voit, le Sénégal est assez bien situé en termes de production de brevets. Quand on parle de brevets IP5, c'est en fait les brevets qui sont déposés dans des offices de propriété intellectuelle qui dominent le monde, à savoir donc l'USPTO aux États-Unis, l'Office européen des brevets, il y a l'Office coréen également des brevets, l'Office japonais des brevets et le dernier donc l'Office chinois des brevets. Pour dire tout simplement des brevets, mais de la propriété intellectuelle du manière générale. Ça reste encore très faible et ça pose un souci parce que les industriels ne vont pas mettre des billes, excusez-moi de l'expression, mais ils ne vont pas s'investir s'ils n'ont pas de garantie qu'ils seront les seuls à pouvoir exploiter cette innovation. Parce qu'il faudrait quand même une garantie juridique. Et à ce niveau, le Sénégal a fait des efforts avec l'appui de l'OMPI, mais également de l'OAPI. Je vois dans la salle le doyen Dr Khan, mais je crois que cette politique tarde encore à se matérialiser, la politique de la propriété intellectuelle. Et c'est important donc pour la valorisation économique des résultats de prendre en compte cette donne-là. Et ça, ce sont des éléments qui font que, par moment, le partenariat qui devrait exister entre les centres de recherche, les institutions de recherche qui font beaucoup de production, on l'a vu tout à l'heure, même si peut-être parfois ce n'est pas orienté à l'innovation, mais ce partenariat qui devrait exister, malheureusement, n'est pas sous-tendu par des arguments qui permettraient à l'industrie de s'investir dans ce domaine-là. Et cela me pousse à aller donc vers les obstacles à surmonter. Le premier, Monsieur le DG vient d'en parler, il y a certainement cette vision qu'on vient de nous présenter. Et c'était une excellente chose donc, de faire ce tour, de faire l'état des lieux, d'écouter tout le monde. Mais je crois que c'est important de partager cette vision, notamment sur les priorités de recherche. Parce qu'en partageant cette vision, c'est là qu'on saura qui fait quoi et comment est-ce que les gens pourront interagir pour quand même tacler les questions d'urgence, mais les questions également qui concernent le pays. Parce qu'on fait des recherches, mais parfois, excusez le terme, ce sont des recherches alimentaires. Généralement, c'est pour gérer une carrière. Et au-delà, finalement, on ne se pose pas la question, qu'est-ce que ça va faire? Il y a également un autre aspect, c'est l'inefficacité des instruments de politique d'innovation. On parle de subventions à la recherche. C'est très bien. Je vais revenir tout à l'heure sur cette proposition de fonds. Parce que très souvent, ce qu'on retrouve, c'est que c'est des fonds ponctuels. C'est des projets, mais pas des programmes. Alors que c'est important qu'on puisse se projeter dans le long terme. Donc des financements stables. Et ça, je crois que c'est à noter. On a ici le dernier taux donc, de dépenses en recherche-développement par rapport au PIB du Sénégal, qui date de 2015, c'est environ 0,6%. C'est encore faible, même si le Sénégal dépasse certains pays. Mais je parle de 2005 et ça me pousse à arriver sur l'autre obstacle, c'est l'absence d'indicateurs d'évaluation de l'innovation. Parce que ces références, j'ai beau chercher, mais la plus récente, c'est 2015. Alors qu'entre-temps, je parle sous le contrôle du DG, bien sûr, entre-temps, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour soutenir l'enseignement supérieur et la recherche d'une manière générale. Mais on a du mal à trouver ces indicateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que quand même c'est un défi à relever par rapport à ces indicateurs fiables et qui nous permettraient donc de peser davantage. Et donc il y a également, par rapport aux entreprises privées, je crois que
pour les pousser à investir dans la recherche, une suggestion pourrait être les indicateurs des incitations fiscales. Je crois que c'est un moyen aussi de voir, comme ça se fait dans d'autres pays, de voir donc qu'est-ce qu'il peut faire. Et je parlais tout à l'heure donc de l'absence de politique. Je dis des politiques nationales de développement de la propriété intellectuelle. Parce qu'il y a la politique nationale, certes, mais au niveau institutionnel aussi, chaque institution devrait avoir sa politique de propriété intellectuelle qui va s'arrimer à la politique nationale, mais ça peut être incitatif. Quelqu'un qui a un brevet, qui a déposé, ne serait-ce que le fait de déposer un brevet, qu'on puisse lui donner l'opportunité donc de le motiver. Ça peut être en monnaie sonnante et trébuchante, mais ça peut être d'autres formes de motivation. Donc ça, c'est au niveau interne. Mais au niveau national aussi, ça devrait être de fixer par exemple des objectifs à chaque institution, de vous dire l'université, dans un, par exemple, le DGRI a parlé tout à l'heure de 2032, d'ici 2032, chaque université doit produire tant de brevets. C'est un objectif, on peut l'atteindre comme on ne peut ne pas l'atteindre. Il y a par exemple le Maroc qui l'avait fait avec Maroc Innovation et avec des objectifs qui ont été fixés à des universités. Ça n'a pas encore été peut-être atteint, mais c'est quand même une vision et on pense que ça peut être important. L'autre aspect, et ça, je pense que je vais atténuer un tout petit peu, mais en tout cas, l'engagement, j'ai dit faible engagement. Faible engagement des décideurs politiques. Et l'image que j'ai représentée ici, c'est un débat sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de moi. Mais vous voyez qu'on peut compter le nombre de personnes. C'est pour dire tout simplement que si on parle de la recherche, peut-être ça n'intéresse pas beaucoup. Mais on va critiquer quand même les enseignants-chercheurs pour X ou Y raison, à tort ou à raison. Mais c'est pour dire tout simplement que c'est important qu'il y ait cet engagement politique. Et vraiment, on salue l'initiative, la décision numéro 9 du président de la République concernant la recherche et l'innovation. Il y a également, donc j'en parlais tout à l'heure, l'inadéquation avec des priorités des bailleurs qui ne correspondent pas toujours aux priorités nationales. Et je crois que c'est important parce que souvent, jusque-là, quand même, les projets, pour l'essentiel, l'État a fait beaucoup d'efforts. On a eu le FNRA, on a eu le FIRST, mais quand même, pour l'essentiel des financements, ce sont des financements étrangers et ça peut poser des problèmes. L'autre aspect, et ça, c'est à l'endroit donc des chercheurs, c'est l'absence de culture de recherche. Très souvent, quand vous discutez avec les enseignants, ils vont vous dire « l'État n'a pas fait, l'État n'a pas fait ». Mais l'État ne peut pas tout faire. Les gens, quand même, on est tous bien formés pour aller chercher des financements. Mais souvent, on n'a pas cette culture-là. Et malheureusement, donc, on a cet aspect de dépendance qui fait qu'on ne peut pas aller quand même tacler des questions qui intéressent le monde socio-économique. Et l'aspect fragmentaire de la recherche et des institutions donc, de recherche dont parlait le DG tout à l'heure, je n'insiste pas là-dessus. Pour ce qui est du domaine, le troisième point, c'est en ce qui concerne le domaine agroalimentaire. Je vais juste donner une diapositive qui concerne le PSE. Il y a 6 secteurs prioritaires qui ont été retenus: l'énergie, l'industrie, l'eau et l'assainissement, l'urbanisme, la foresterie et l'agriculture. Et je pense que, à mon humble avis, la recherche, en particulier donc dans le domaine agroalimentaire, peut intervenir, peut apporter énormément, en particulier dans les secteurs, ces 3 secteurs que j'ai soulignés, à savoir donc la foresterie, l'agriculture. Notamment, il faudrait d'abord qu'on sache, du point de vue de la biodiversité, très souvent on critique la recherche en parlant parfois de recherche fondamentale, mais on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il faut qu'on sache quelles sont nos ressources. Je crois que c'est important de mener ces recherches-là, et après ça permettra par la suite donc de faire de la conservation de ces ressources-là. Mais pourquoi pas les valoriser? De plus en plus on parle d'écotourisme. Donc je crois que la valorisation de ces ressources, ça pourrait se faire. L'agriculture, notre premier outil de production, c'est en fait la terre. Si on parvient quand même à voir comment, avec des technologies vertes, on peut améliorer les terres, conserver donc ces terres. La gestion des ressources, avec, on va dire, en association avec les TIC, pourquoi pas, par exemple, dans le domaine, on va dire, de smart agriculture, par exemple, l'irrigation, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer la question de l'eau, mais également donc les écosystèmes marins, etc. Donc c'est pour dire tout simplement que la recherche dans le domaine agroalimentaire pourrait être très important, apporter énormément de choses.
Je termine donc par, à mon nombre, avec quelques, je n'ose pas dire recommandations, mais en fait quelques pistes, parce que c'est important de dire que si on prend le domaine de la recherche et de l'innovation, c'est un partenariat avec plusieurs acteurs. Je l'ai simplifié, mais c'est un écosystème qui est assez dense, où on va voir intervenir plusieurs acteurs, et je les ai regroupés en 3. On a par exemple les universités, les institutions de recherche et de développement, aussi bien publics que privés. Mais également, vous avez le secteur privé, les industries et l'État. L'État, le gouvernement ici, a l'obligation, ou en tout cas, il lui revient cette tâche de définir une politique économique qui permettra donc d'orienter. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de vision partagée. On se félicite que, justement, ce travail ait été fait qui permet donc de partager cette vision. Il y a également les stratégies de valorisation, comme je disais tout à l'heure, mais également l'éducation et la mise en place de fonds pour la recherche. C'est très important et on se félicite de ce fonds de FNRI donc, qui sera mis en place. Et pour ce qui est de l'industrie, c'est important donc qu'il y ait ce partenariat gagnant-gagnant qui permettrait donc le fait que l'État ait mis une politique fiscale ou autre, ça pourra permettre donc aux industries de s'engager dans la recherche, mais pourquoi pas donc d'acheter des licences. Le Biden Act aux États-Unis, on l'a connu, qui a permis à certaines industries de se développer, prendre des licences au niveau des universités pour développer la recherche, plutôt donc l'industrie, donc dans les années 80. Et les universités vont effectivement donc développer une politique de propriété intellectuelle qui leur permettra aussi de valoriser la recherche, parce que, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas parce que vous êtes dans un milieu public que vous ne pouvez pas quand même avoir des brevets. Très souvent, nous avons eu l'occasion, à la direction de la recherche, sous le contrôle du professeur Togobay, d'avoir des partenariats où des collègues sont partis et on nous renvoie une convention de copropriété pour gérer cette question-là. Et donc, pour les acteurs, c'est juste 2 diapositives. Je les ai regroupés. D'abord, les acteurs gouvernementaux. Je pense que cette définition des priorités nationales et l'élaboration de programmes, j'ai dit programmes, parce que c'est important qu'on puisse se projeter dans le long terme. Et c'est quand même très bien qu'on ait pu parler de 2032. Ça veut dire que c'est une vision assez lointaine, c'est important. Ensuite, le financement. Mais le financement, il faut que ça soit stable et durable. Parce que ce sont ces financements stables et durables qui permettront aux gens de plus se positionner en disant c'est un projet et puis on butine en fonction des opportunités. Ça, c'est très important à mon avis. Mais également la création d'un environnement politique favorable, notamment les questions de droit de propriété intellectuelle, donc qui permettront les uns et les autres donc, de se positionner. Je termine par la nécessité d'avoir une coopération, pas seulement au niveau national. Parce qu'au niveau national, peut-être le Sénégal, ce n'est pas un grand pays, mais par exemple, pour certaines questions, pour les tacler, à mon avis, on a besoin d'avoir une coopération sous-régionale. Et on a bien apprécié ce qui s'était fait à un moment donné avec le WAP, malheureusement qui a disparu. Mais en fait, cette coopération sous-régionale peut donner non seulement des ressources humaines, une force donc, en termes de ressources humaines, mais ça peut également donner des moyens pour qu'on puisse avoir une complémentarité. La diversification des sources de financement, je disais tout à l'heure qu'il faudrait que les chercheurs aient cette culture d'aller chercher des financements, mais aussi qu'on imagine d'autres formes donc, de financement. Et la dernière fois, effectivement, Monsieur le Président de la République donnait des pistes à l'UCAD en disant par rapport au front de mer, etc. Bon, peut-être qu'on ne va pas se transformer en courtier, mais en tout cas, il y a des idées comme ça pour pouvoir vendre des services, mais également participer à la participation du secteur. Et je termine donc par toutes ces conditions qui devraient favoriser en fait le partenariat public-privé pour le bénéfice du Sénégal. Voilà donc quelques idées que je voudrais mettre dans la corbeille, en vous remerciant encore une fois de l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir être à côté de ces sommités. Merci beaucoup de votre attention.